Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 mars. Voilà, bien écoutez, j'ai grand plaisir à vous retrouver. Je me suis tenu un petit peu loin de vous parce que j'avais un travail à accomplir, une conférence à donner et la préparation de celle-ci m'a pris du temps. Et puis au passage, je salue ceux d'entre vous qui étaient présents lors de ce congrès et nous avons pu nous rencontrer, nous identifier physiquement et échanger un peu. Voilà, bien écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Et puis ce congrès fut un très très beau congrès puisqu'il a réuni à peu près 200 personnes, ce qui n'est pas rien et ce qui témoigne d'un indéniable regain d'intérêt pour l'astrologie. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 19 mars prochain. Et celle-ci se fera dans le signe des Poissons, comme vous pouvez le voir devant vos yeux à l'écran. Alors, une nouvelle lune en Poissons, vous savez que la lune régit les sentiments, la part de rêve, de l'inconscient, c'est l'intimité, c'est le cocon. Comme je dis toujours avec une métaphore, c'est un petit peu le hamac dans lequel on se réfugie pour se bercer délicatement. Et donc, cette nouvelle lune se fait dans le signe des Poissons, signe également d'eau. La lune est d'élément eau, le Poisson, bien entendu, est d'élément eau, et sa planète, c'est Neptune. Nous avons donc là une nouvelle lune neptunienne. On est dans du débordement émotionnel, du débordement affectif, on est dans de l'hypersensibilité, de l'hyperréceptivité. On est dans une dimension plutôt contemplative, plutôt qu'une dimension, je dirais, proche de la réalité. Bref, c'est une nouvelle lune qui nous engage sur le plan émotionnel, affectif. C'est aussi toute la dimension onirique de cette nouvelle lune en Poisson. Neptune qui nous emmène en dehors des conditions, je dirais, du monde phénoménal, du monde de la matière. Une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? Comme vous le savez, c'est la rencontre du Soleil avec de la Lune. Donc le Soleil qui marque quand même les forces du conscient, l'énergie Yang, et la Lune, les forces de l'inconscient, énergie Yin. Et tout ça se conjugue, mais dans le signe d'eau. Donc l'eau emporte cette nouvelle lune. Donc, sur un plan, je dirais, personnel, c'est un moment où on va être plutôt à fleur de peau et ça va susciter, comment dirais-je, l'inspiration, l'imagination. En fin de compte, tout le pôle sensible, affectif, tout ce registre-là va être mis en valeur. Alors pour ceux d'entre vous qui ont des activités qui sont liées à une grande part d'empathie, évidemment cette nouvelle lune va être propice. Pour les créateurs, ceux qui écrivent également, ça peut être une nouvelle lune inspiratrice. Pour ceux qui ont eu des petites brouilles par le passé, ça peut être un moment où vous avez envie de vous réconcilier, de, comme on appelle, passer l'éponge, c'est le moment de le dire, avec les valeurs de l'eau. Voilà un petit peu pour vous donner une petite définition, je dirais, très succincte de cette nouvelle lune. Mais maintenant, on va voir comment cette nouvelle lune se déploie avec le cortège des autres planètes. Alors, puisque cette nouvelle lune se fait dans le signe des Poissons, on va positionner immédiatement Neptune, qui a maîtrise. Alors, on sait qu'il est en Bélier. Je me suis trompé, c'est Pluton qui arrive. T'as raison. Mercure est toujours rétrograde, vous voyez, Voilà. Donc, Neptune, est en Bélier. Il est dans l'orbe de la conjonction de cette nouvelle lune, ce qui, je dirais, neptunise encore davantage cette nouvelle lune, si ce n'est que Neptune est maintenant dans le signe des Béliers, donc Neptune est sous la maîtrise, la gouverne, les ordres de Mars. Donc cette conjugaison d'air, d'eau et de feu, évidemment,
l'eau tend à éteindre le feu, ou alors ça fait pchit, ça fait un pchit, ça fait de la vapeur, ça peut faire de la condensation, mais ça veut dire qu'en même temps, ce Neptune qui a donc contrôle sur la nouvelle Lune, qui est sous la maîtrise de Mars, va nous rendre particulièrement réactifs, à fleur de peau. On peut même aller jusqu'à dire qu'il peut y avoir une certaine forme de susceptibilité. Donc, attention, parce que là, la moindre petite parole peut prendre peut être interprétée, mais d'une façon totalement excessive, et faire déborder, c'est un petit peu l'aspect de la petite goutte d'eau qui peut faire déborder le vase. Donc là, attention, on a quand même un déploiement hyper émotionnel, mais sous une maîtrise de Mars. Donc il peut y avoir des réactions très vives et qui peuvent être blessantes. Blessantes autant pour celui qui va les donner que pour celui, évidemment, qui va les recevoir. Voilà un peu, là, on a encore un aspect de débordement, d'amplification, de propagation, avec ce Neptune Bélier qui est en conjonction d'une nouvelle Lune qui est elle-même sous la maîtrise de Neptune. Alors, puisque Neptune est en Bélier, on va positionner Mars tout de suite, celui qui le dirige. Alors, on sait que Mars, il est en Poisson. Eh oui, on a une réception mutuelle Mars-Neptune, un Mars neptunien, un Neptune martien. Alors, Mars en Poisson, je dis souvent que le meilleur moyen de vivre à Mars en Poisson, c'est d'adopter l'art du Tai Sabaki, c'est-à-dire l'art de la stratégie de l'esquive, ne pas être frontal, parce qu'un Mars en Poisson, ça peut être l'aspect du coup d'épée dans l'eau. Les actions qu'on mène se soldent par un échec, un pchit, ce sont les illusions qui mènent l'action. Donc attention avec ce Mars en Poisson, il va falloir prendre beaucoup de recul et faire preuve de beaucoup de souplesse et d'adaptabilité. Si on est trop raide, trop tranchant, ça risque de se vouer par un échec. Et comme Neptune en plus étant Bélier, sous la maîtrise de Mars, il y a une double résonance. Donc, inutile de vous dire qu'actuellement, sur le plan mondial, avec les décisions qui sont prises, à mon avis, ça s'est fait en plus sous un Mercure rétrograde, je vais vous en parler tout à l'heure. On est dans un moment, même à titre individuel, où il faut bien réfléchir avant d'agir, avant de lancer une situation, voire une attaque. Si par exemple, vous avez envie de lancer un procès, parce que vous êtes dans une situation qui l'exige, prenez bien votre temps d'étudier l'affaire, ne vous lancez pas dans un procès immédiatement, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Patientez. Prenez votre mal en patience. Par moments, c'est nécessaire. Donc ce Mars en Poisson-là est à double tranchant. Sur le plan mondial, ça peut marquer un enlisement de la guerre, bref. Et sur un plan individuel, ça peut être aussi, justement, ça renforce l'état épidermique, l'état à fleur de peau, d'hyperréceptivité, et ça peut nous rendre, par voie de conséquence, hyper réactifs. Donc, une nouvelle lune qui est très ambivalente, à donc surveiller de très très près. Et je vais donc positionner immédiatement Saturne, parce que c'est important. Voilà, Saturne, on sait qu'il est en Bélier. Il est conjoint à Neptune, il est même conjoint à la nouvelle Lune. Alors, on sait que le Saturne en Bélier, il est en chute, il perd de la patience. S'il est en chute, il convient de le rattraper. C'est-à-dire qu'il va falloir faire du temps un allié et ne pas chercher à aller plus vite que la musique, plus vite que le temps. Et avec ce Saturne-là en Bélier, il peut y avoir un emballement. Et la conjonction Saturne-Neptune, comme j'ai dû vous le dire déjà précédemment, c'est arriver à établir les bonnes limites. Ne pas être dans trop de restrictions ou trop de débordements. Arriver à trouver le bon tempo, la bonne limite. Pas facile, parce que Saturne est en chute. C'est un principe d'érosion, Saturne-Neptune également. Au fil du temps, l'eau a raison de la montagne, vous savez, avec le temps.
Ça ne se voit pas, mais le travail est sur la longueur. Il se fait doucement, mais l'eau a raison toujours de la montagne, le principe de l'érosion. Donc là, on a une conjonction Saturne-Neptune conjoint cette nouvelle lune en Poisson. On a du feu et de l'eau. On est partagé entre des valeurs de conciliation et plutôt des valeurs je dirais, de guerre pour rétablir une bonne frontière, des bons territoires. Enfin bon, c'est une traduction très littérale que je vous fais là, mais c'est pour vous imager ma pensée. Donc vous voyez, tout est concentré. On a en plus là une très très forte concentration planétaire. Et toujours quand les planètes tendent à trop se rapprocher les unes des autres, il y a un phénomène d'étouffement sur le plan terrestre. La Terre ne respire pas. C'est comme dans les transports en commun quand ceux-ci sont bondés. On n'a qu'une envie, c'est de sortir pour respirer. Et là, on voit que il y a du monde dans les transports en commun célestes. Il y a une concentration, il y a un manque d'oxygène. Donc, c'est une période extrêmement dense et donc une période d'étouffement et d'oppression qui s'installe. Alors, positionnons maintenant Mercure, qui est important. Alors, Mercure, lui, bah oui, il est aussi en Poisson. Eh oui, vous voyez, il est conjoint en nœud nord, il est rétrograde. Alors, certes, nous sommes passés dans la phase prométhéenne. Alors, vous avez dû vous rendre compte que j'avais fait une toute petite vidéo très courte où j'avais indiqué qu'il fallait surveiller le cap du 7 mars au moment où Mercure allait devenir prométhéen pour voir au niveau du conflit. Et on voit qu'il y a eu là un basculement le jour de la phase prométhéenne de Mercure, puisque là, Israël et les États-Unis ont multiplié les frappes sur l'Iran et Israël sur le Liban. Il y a eu là un passage, il y a eu une augmentation. Donc on est tout à fait dans le débordement, l'amplification des poissons de Neptune. Et on voit qu'il y a eu donc un palier supplémentaire qui a été franchi dans le conflit. Alors là, on a un Mercure en Poisson, là aussi, un Mercure qui est neptunien, il est rétrograde toujours. Donc, alors il va redevenir direct, je crois que c'est le lendemain, le 20 mars, il redevient direct, si j'ai bonne mémoire. On est à la veille du retour direct, tant mieux. On va commencer à y voir un petit peu plus clair, mais on sera toujours quand même dans le monde des poissons de Neptune, et Mercure en Poisson, il est en exil, puisque son signe de maîtrise est Mercure. Il est conjoint en nœud nord, alors évidemment, la logique astrologique voudrait qu'avec un Mercure Poisson nœud nord, on aille vers des valeurs plutôt pacifiques, de rassemblement, et non pas des valeurs de débordement agressif. Mais comme il y a la conjonction à Mars, évidemment, ambivalence encore là. On est plutôt là dans un rapport, je dirais, amplification des valeurs martiennes, et Mars qui épouse les valeurs de Mercure, on est plutôt dans un rapport plutôt d'agressivité, de brouille, de malentendus. Ça peut être un rapport donc d'agressivité dans les mots, attention aux mots qui vont être prononcés, prudence, pas d'emballement, parce que la moindre petite chose peut monter très très vite en intensité avec ça. Ça grimpe très très vite, très très vite. La température monte très vite, même si on est dans un rapport d'eau. Alors, on va positionner Vénus. La petite Vénus, elle, en ce moment, là, qu'on prend plein la figure. Plein la figure. Ah ben oui, elle est en bélier. Même Vénus, la planète de la concorde, de l'harmonie, de la paix, bah, elle est en exil, et en plus, dans le signe du bélier, elle est sous la maîtrise de Mars. Alors évidemment, là aussi, elle n'est pas au mieux de sa forme, au mieux de son champ d'expression. Alors, elle est passionnée, évidemment, elle est sous la maîtrise de Mars. C'est une Vénus qui est incendiaire, enflammée, mais elle n'est pas tellement sous le coup des voies de la raison et des voies pacifiques. Voilà, c'est un peu... on fait la guerre pour de bonnes valeurs et de bonnes raisons. On arrive à justifier ce qu'on fait par une Vénus en bélier. Voilà. Donc, et puis surtout que cette Vénus-là, dans ce cycle de lunaison, ne fait aucun aspect. Vous voyez, avec les autres planètes, elle est libre. Donc, rien ne l'entrave et rien ne la soutient. Positionnons Jupiter. On sait que Jupiter se trouve en Cancer.
Voilà, alors si vous voyez la petite Vénus a un aspect avec Jupiter, elle est au carré. Voilà, c'est un carré, séparant, hein, puisque Vénus est plus rapide, le carré va très très vite se défaire, mais au moment de la lunaison, il y a un carré Jupiter-Vénus, donc on voit que, comment pourrais-je vous dire, Jupiter est exalté, il tend à être un petit peu plus fort, mais il y a un blocage là, comment dirais-je, Jupiter ça peut être aussi la suprématie, c'est Zeus, voilà, il y a un carré, donc on voit que rien n'est fluide entre des valeurs pacifiques et puis des valeurs d'ordre. Il y a une ligne de tension qui existe, en plus en signes cardinaux, signes d'élan. Donc là aussi, on n'est pas dans une configuration et on est également dans de l'eau et du feu. Et tout ça, ça prend pas. La mayonnaise ne prend pas. Alors Jupiter, lui, est au trigone, en plus de Mercure. On va dire au trigone de Mars plutôt, donc là il y a une amplification des valeurs martiennes, l'un est soutenu par l'autre dans des signes d'eau, débordement, bref, là aussi c'est pas la position la plus souple qui soit. Alors Jupiter est redevenu direct, hein, il est revenu direct, je crois qu'il redevient direct, nous sommes aujourd'hui le 9, je crois que c'est demain ou après-demain qu'il redevient direct, hein, puisque là... je suis au jour du 19 mars, hein, comme vous l'avez vu, pour la nouvelle lune. Enfin, positionnant Uranus, alors on sait qu'Uranus, lui, il est toute fin taureau. Il est au sextile, donc, vous voyez, de Neptune, de Saturne, et également de la nouvelle lune. Hein, voilà. On a un Uranus qui fait pas mal d'aspects. Voilà. Sextile Soleil, sextile Lune, sextile Neptune. Il a une vitesse de 54%, donc il avance vite. Comment dirais-je, encore un peu de patience pour son entrée en Gémeaux. Ah, il va rentrer en Gémeaux fin avril, encore un peu de patience. Maintenant, on a un Uranus quand même qui avance, qui est redevenu direct. Bon, il soutient cette nouvelle lune et également Saturne-Neptune, donc que vous dire de cet aspect-là? Pas facile à traduire comme ça, franchement. Difficile de vous dire. Bon, l'aspect est surtout valable, on va dire, pour la nouvelle lune, si on tient compte des éléments de la terre et de l'eau. Hein. Donc il y a un aspect de volonté, évidemment, de transformer les choses, de réformer, de révolutionner dans tout ça. Ça signifie qu'évidemment, ce qui est en train de se passer actuellement sur le plan mondial s'entend, va reconfigurer totalement l'espace géopolitique dans le futur, c'est évident. Hein, cette position d'Uranus-là est en train de préparer le futur terrain, et quand Uranus rentrera en Gémeaux, il va y avoir donc là une libération des valeurs d'Uranus, parce qu'il est en chute en Taureau, et la parole va se libérer, l'action va se libérer, bref, il va y avoir un débordement, il va y avoir un déchaînement. Uranus, c'est celui qui déchaîne, qui dégonde et dévergonde les portes, comme je me plais souvent à le dire, et en Gémeaux, il va se libérer. Bon, c'est une question, mais là, tout est déjà en préparation. Alors, sur le plan personnel, il faut voir où vous en êtes. Si vous êtes dans une période de grande remise en question, bien écoutez, prenez encore votre temps, pas d'emballement, soyez encore un peu patient, si tant est que vous puissiez l'être, hein, parce que quelquefois, on n'est pas du tout le maître du temps, et même pas du tout de notre propre emploi du temps. Hein. Quelquefois, on est obligé de s'adapter au temps, mais si vous pouvez, patienter encore un peu. Et enfin, on va positionner le dernier des derniers, hein, le plus lent de tous, Pluton, qui est là. Alors le Pluton, il est justement au sextile. Hein. Alors lui, il est au sextile, par contre, de Saturne et de Neptune. Voilà, donc il va à combien le Pluton là? 53% de vitesse, il avance aussi assez vite. Hein. Donc on a, pour l'instant, voilà un peu l'aspect de cette prochaine nouvelle lune du 19 mars. Alors évidemment, on voit qu'on a un carré pour un peu plus d'aspect harmonieux. Hein. Bon. Mais reste que on est quand même dans un climat général de guerre, d'offensive.
Comme je vous l'ai souvent dit, il faut attendre le second semestre 2026 pour qu'il y ait un réel basculement, c'est-à-dire il faut attendre le fameux mois de juillet, dont j'ai parlé il y a fort longtemps. Si vous remontez dans mes vidéos, il y a fort longtemps que j'avais pointé ce mois de juillet 2026. Il faut vraiment l'attendre, parce que c'est là que les choses vont vraiment se jouer, que là, il va y avoir une mise à plat, et qu'il y aura vraiment l'amorce du démarrage de cette nouvelle configuration géopolitique. Là, pour l'instant, on est encore dans un bouillon encore confusionnel avec ces valeurs neptuniennes qui prédominent quand même encore fortement, hein, et qui apportent évidemment du flou, de l'indéterminé, une instabilité même. On agit sur des impulsions et encore davantage avec un Mars en Poisson, hein, et puis un Neptune Bélier puisqu'ils résonnent l'un avec l'autre. Bref, donc sur le plan individuel, eh bien voyez où cette nouvelle lune va se déployer dans votre thème, parce que ça va être vraiment la maison qui va être concernée. Voyez les aspects que cette nouvelle lune va entretenir avec les autres planètes de votre thème. Alors, bien entendu, sont concernés les natifs dernier décan Poisson, dernier décan Vierge, dernier décan Sagittaire et dernier décan Gémeaux, puisque ça joue par opposition et carré. Concernés également premier pour le coup, alors, dernier décan Capricorne, et puis dernier décan Taureau, puisque ça va jouer par sextile. Voilà. Et également dernier décan Scorpion, dernier décan Cancer, puisque cette nouvelle lune va jouer par trigone. Voilà. Sont épargnés les béliers dans cette nouvelle lune. Voilà. Maintenant, donc voyez comment ça va jouer dans vos thèmes respectifs, évidemment, hein. Tenez compte également de ces aspects. Donc, pour résumer, nouvelle lune hyper émotionnelle, hyper réactive, à fleur de peau. Attention aux conséquences. Tournez votre langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Ne vous laissez pas submerger par les flots des émotions. Faites attention, parce que c'est le moment où on pourrait déraper. Adoptez la stratégie du tai sabaki, l'art de l'esquive autant que faire se peut, et ça vous sera nettement plus profitable. Ça évitera des blessures, hein, affectives et émotionnelles, et quelquefois les blessures émotionnelles sont très douloureuses et font beaucoup plus de dégâts des fois qu'un direct du gauche. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager cette vidéo, mettez-moi un petit pouce s'il vous plaît, parce que ça permet de bien la référencer dans le flux de Google. Les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Alors, pour ceux qui sont abonnés à mon site internet, vous n'avez pas reçu mes dernières newsletters parce que j'ai un petit problème avec le logiciel. Je vais en installer un nouveau et vous serez donc avertis très rapidement de mes nouvelles mises en ligne. Mais là, ne soyez pas surpris si vous n'avez pas été avertis, hein. Ça ne vient pas de vous, ça vient de mon côté, mais j'ai un problème avec mon logiciel qui est inclus dans mon site internet. Mais ça sera très vite réparé. Voilà, eh bien écoutez, sachez aussi que je donne des consultations en présence ou à distance, et si vous voulez avoir toutes les informations sur les différentes formules que je propose, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une agréable journée, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité et de l'intérêt que vous portez à mes études astrologiques, et je vous dis à très bientôt.